Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Pour ceux qui viennent de nous découvrir sur cette chaîne, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui nous découvrent, je suis Elmancio Godson. Je suis métaphysicien, homme de connaissance, chercheur spirituel. Je suis ce que j'appelle un métaphysicien de la nature parce que ce qui m'oriente vraiment, c'est sachant que toute existence préexiste à sa propre existence, pour ne pas dire que tout existant préexiste à sa propre existence. Je comprends que les choses possèdent un principe premier. Et donc, les choses ne procèdent pas ex nihilo. Et par conséquent, pour moi, la recherche de ce pourquoi de la chose, de son principe premier, de son nom premier, constitue la démarche et la déontologie fondamentale qui permettront de connaître la vérité. Et donc, nous sommes dans cette quête-là et au regard de notre métaphysique, nous arrivons à faire la lecture de la science ancestrale, puisque nous avons compris que la science ancestrale repose essentiellement sur les Necheru, sur les Necher, c'est-à-dire les principes premiers des choses, d'où on peut comprendre l'Amad qui dit clairement « je suis l'ordre », c'est-à-dire je suis la reconnaissance du principe premier d'une chose et de son utilisation telle que la chose est censée être et être utilisée. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ordre. Reconnaître une chose dans sa nature principielle, dans son principe premier, pour ne pas mésuser de la chose, ça, c'est ce qu'on appelle l'ordre. Et donc, il est fondamental de comprendre que, au regard de la science ancestrale, notre démarche ne doit pas se situer dans le comment des choses, parce que le comment va nous fournir des faits, certes, mais ces faits ne seront pas forcément la vérité. Ce ne seront que des récurrences, même erronées, d'un certain nombre de processus qui ne proviennent pas forcément du principe premier. Et donc, en retournant au principe premier de la chose, on sait ce qu'est la chose. Lorsque je vous demande qu'est-ce que l'eau, vous allez regarder dans le dictionnaire. Mais en lisant la définition de l'eau, vous ne pouvez pas dire que vous connaissez l'eau. La seule façon pour vous de dire que vous connaissez l'eau, ce n'est pas non pas en vous lavant avec, ni en vous touchant. Ce ne sont que des expériences liées à vos cinq sens. C'est d'aller connaître le principe premier de l'eau. Et une fois le principe premier de l'eau connu, saisi, eh bien, on est en mesure de dire « je connais l'eau ». Vous voyez, c'est très important. Et dans cette démarche qui entre dans l'ontologique même de la chose, dans son êtreté, dans sa quiddité, nous permet de comprendre réellement la chose dans sa nature telle qu'elle est, sans que notre propre carte mentale, notre propre conception, notre propre perception ne viennent fausser la donne. Il s'agit de la chose dans la chose, par la chose, donc de sa nature intrinsèque. Il en est de même de nous-mêmes, puisque lorsqu'on parle de se connaître soi-même, c'est une démarche qui nous retourne à notre propre principe premier. Et lorsque je peux saisir le principe premier de ce que je suis, ou le principe premier que je suis, alors je suis en mesure de dire « je me connais ». Puisque je préexiste à ma propre existence, cette préexistence-là, eh bien, c'est le principe premier. Et lorsque je peux y avoir accès, eh bien, je peux connaître l'intégralité de qui je suis vraiment. Et cette démarche est fondamentale pour toute personne qui veut rester en marge de la biaise des informations, parce que ce n'est pas ce que moi, je constate de l'information qui est importante,
mais c'est ce que l'information est intrinsèquement à travers elle-même, en elle-même, c'est ce qui est véritablement important. Et cette démarche, nous la connaissons très bien et nous l'appliquons dans ce que nous faisons. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de particulier. Il s'agit naturellement du sang. Mais en fait, je veux parler de la relation qu'il y a entre l'âme et les maladies du sang et les maladies sanguines. C'est vrai que c'est un sujet dont on ne parle pas souvent parce qu'on ne fait pas la corrélation en matière de métaphysique. Les gens ne font pas toujours la corrélation entre les maladies du sang et l'âme. En fait, les maladies du sang sont fondamentalement les maladies de l'âme. Il faut comprendre cela de cette façon parce que l'âme, on la constate dans le monde physique sous la forme du sang. D'ailleurs, toutes les traditions reconnaissent à ce liquide qu'on appelle le sang une propriété d'âme. En ce sens que lorsque le sang manque, eh bien, l'individu va forcément mourir. Et donc, il y a une relation d'équilibre entre le sang, un équilibrium entre le sang et l'âme. Et je m'aventure même jusqu'à affirmer que le sang est l'âme liquide. Donc, si je veux appréhender l'âme dans sa version liquide, eh bien, je dirais directement que c'est le sang. Le sang contient quelque chose de fondamental que nous appelons généralement le ka, que d'autres appellent le nyama ou le mana. Et donc, cette énergie-là qui provient de l'âme et qui traverse le sang et qui constitue la nourriture fondamentale du sang, va être le prana ou l'énergie de vitalité ou le ka qui va nourrir justement le corps physique, même si c'est la même énergie qui va structurer le corps physique. Or, le corps physique est né à partir du caillot de sang. Et donc, ce qui nous intéresse ici particulièrement, c'est de voir le rapport géométrique, je pèse les mots, puisqu'aujourd'hui, les Africains, au lieu de s'assumer de façon responsable et d'assumer leur histoire et de décider de la prochaine étape, ce qu'ils font, c'est de créer des mouvements à ne plus en finir, de faire de la théorie, de faire de la religion et non de la spiritualité, et de continuellement reproduire les mêmes erreurs parce que les Africains ne veulent pas prendre leur part de responsabilité et s'assumer intégralement. Tout ce que les Africains savent faire aujourd'hui, c'est de dire oui, on est supérieur, on est la peau noire, on est les Kémites, on est les premières races, mais dans les faits, vous ne démontrez rien. On remarque toujours sur le continent africain cette irresponsabilité de la part des Africains, cette incapacité à prendre conscience, à s'éveiller. Et on remarque que les Africains, eh bien, ils sont bizarres. Je suis africain, je suis de peau noire, je suis sur le territoire africain. Je vous assure, nous, les Africains, je vais le dire, les Africains sont bizarres. Bizarres parce que vous aurez beau expliquer à l'Africain, voilà ce qu'il y a, voilà comment on peut faire les choses, voilà comment on peut se mettre ensemble, mais l'Africain fera toujours le contraire. C'est pour cette raison que je parle souvent d'une forme de malédiction. Les gens ne sont pas d'accord, ce n'est pas un problème, mais si vous connaissez le sens même du mot malédiction, vous serez d'accord avec moi. Parce qu'il y a une forme de malédiction qui plane sur les Africains et sur le continent africain. Et je vais jusqu'à dire que les Africains ne méritent pas l'Afrique. Les Africains d'aujourd'hui ne méritent pas l'Afrique parce qu'ils ont perdu le sens du sacré même de leur propre continent et par conséquent, ils sont des égarés. Aujourd'hui, ils sont possédés parce qu'ils ont oublié la mémoire de leurs ancêtres. Ils ont oublié qu'ils sont des sociétés chtoniennes, c'est-à-dire des sociétés racines. Et la qualité fondamentale d'une société chtonienne, c'est que nous sommes des sociétés à mémoire collective. Or, cette mémoire collective a été construite sur fond de rites, de cultes, de cultuels et d'initiation. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nos ancêtres ont mis en place un ensemble de rituels qui fondent cette mémoire collective. C'est d'ailleurs ce qui fait que quand un Africain va ailleurs, eh bien, il est toujours relié
par ses problèmes, puisqu'il finit par dire les choses ne marchent pas pour moi, je suis un afro-descendant, je ne retrouve pas mes racines, je sens un vide en moi, je sens que les choses sont compliquées, je sens la possession. C'est parce que où que vous alliez, même avant la déportation, même avant la colonisation, même avant l'esclavage, nos ancêtres, à travers l'Égypte antique, avaient déjà créé dans ce que j'appelle le monde astral, avaient déjà créé avec l'énergie du Ka, avaient déjà créé ce que j'appelle naturellement la société chthonienne ou la communauté africaine chthonienne, qui en fait est une communauté avec une mémoire collective. Cette mémoire collective est partagée par tous les Africains à travers les rites et rituels qui ont été exécutés depuis des milliers d'années et qui, naturellement, font partie de notre sang. C'est pour cette raison que tant que vous possédez le sang africain, c'est une façon de parler, où que vous alliez, où que vos ancêtres aient été déportés, vous allez toujours vous sentir connecté à l'Afrique. Vous allez avoir ce besoin de retourner sur votre continent, sur le continent africain. Vous allez ressentir toujours les effets de la sorcellerie, de la magie noire et de tout ça, parce que bien que nous soyons dispersés sur la totalité du continent, nous sommes toujours dans cette mémoire collective. Il faut pouvoir le comprendre. C'est ainsi que font les sociétés chthoniennes. Je ferai une vidéo sur les principes fondamentaux d'une société chthonienne, d'une société à mémoire collective et comment ce tissu social est fait. Vous allez comprendre même le fondement même du mot communauté, puisque la communauté met en unité les différents manas ou les nyamas de tous les individus à travers des processus de rituels, de cérémonies, pour qu'on devienne à la limite une seule mémoire. Vous imaginez, c'est comme des fourmis. Des fourmis savent ce qu'elles doivent faire systématiquement, comme si elles étaient interconnectées et une action de l'une agit sur l'action de l'autre. Et c'est ce que nos ancêtres ont créé parce qu'ils savaient que c'est de cette façon que l'univers fonctionne, que l'univers est interconnecté. Je ne vais pas m'aventurer sur ce sujet pour le moment pour ne pas vous éloigner de ce que je veux faire. Je voudrais donc vous dire clairement que lorsque vous prenez aujourd'hui ce que nos ancêtres ont laissé, c'est de la tradition, d'accord? Ce qui est commun à une société chthonienne, c'est la tradition. C'est ce qui typifie la société chthonienne, la tradition. Et la tradition a deux aspects. Un aspect que nous appelons la science de la tradition et un aspect que nous appelons la spiritualité de la tradition. Malheureusement, beaucoup de personnes s'accrochent uniquement à la spiritualité de la tradition, même si cette spiritualité n'est pas renouvelée dans son dynamisme énergétique et que beaucoup de personnes dans la spiritualité traditionnelle ne font que des pratiques, mais ne maîtrisent plus la connaissance liée à ces pratiques-là. Il faut savoir qu'il y a un autre aspect de la tradition, c'est la dimension scientifique, dimension grâce à laquelle nos ancêtres ont créé, construit les pyramides, parce que pour construire des pyramides, il faut avoir des données tangibles, savoir géométriser, écrire, savoir mesurer et savoir construire. Il faut avoir donc une compétence dans l'architecture et nous savons aujourd'hui que nos ancêtres ont fondé l'art, les civilisations et tout ça. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce que au lieu de rechercher comment nos ancêtres ont procédé à partir de la découverte du pourquoi des choses, au lieu de voir comment ils sont arrivés à scientifiquement construire la civilisation, vous êtes là à dire oui, nos ancêtres sont les premiers, nous sommes des Bantous, mais finalement, quand on fait la comparaison entre les vrais Bantous, nos ancêtres, et nous et vous, des fois, on se pose des questions, on se demande, est-ce que c'est les mêmes Africains vraiment? Et beaucoup de personnes n'y croient plus. Parce que lorsqu'on voit aujourd'hui les descendants africains, on se demande, est-ce que c'est vraiment ceux-là qui étaient les premiers peuples, ceux qui ont construit les pyramides? En effet, c'est nous. C'est vraiment nous. Même si aujourd'hui, on dit que c'est suite à des événements historiques que nous avons perdu un peu la mémoire, retenez ce mot,
perdu la mémoire et donc éloigné de la tradition, puisque la tradition est à mémoire collective. Vous comprenez ce que je veux dire? Et que si nous avons perdu la mémoire et donc nous sommes complètement dissociés les uns les autres de cette mémoire et que nous entrons même dans une forme de société que j'appelle société à individualisme poussé, d'une manière ou d'une autre, le cerveau aujourd'hui est en dissonance cognitive. Du coup, l'Africain semble avoir perdu la mémoire ou a complètement perdu la mémoire de qui il est. Et donc, quand on le regarde aujourd'hui, on doute que vraiment c'est l'Africain qui a fondé civilisation, spiritualité et science. Et pourtant, c'est la vérité. Il est donc important aujourd'hui que les Africains prennent leurs responsabilités, non seulement au niveau spirituel, en se reconnectant à la connaissance fondamentale qui, justement, va créer les choses pratiques, mais également en voyant la dimension scientifique des éléments à travers l'observation. Il faut que l'Africain fasse ce travail par lui-même et non qu'il s'appuie sur ce que ses ancêtres ont fait. D'ailleurs, il ne s'appuie même pas sur ce que ses ancêtres ont fait. S'il le faisait, ça aurait du sens. Au contraire, il parle seulement de ce que ses ancêtres ont fait pour raconter au monde. Toujours est-il que l'Africain a, disons, a été rééduqué, même si ce n'est pas de l'éducation, a été rééduqué de telle sorte que aujourd'hui, il aime beaucoup parler, mais il n'aime pas agir, il n'aime pas rentrer dans la science des choses, dans la pratique scientifique des choses. Et pourtant, cette pratique scientifique-là, elle existe au cœur même de la connaissance de nos ancêtres. Aujourd'hui, je voudrais simplement vous faire un parallèle. Je vais faire sortir beaucoup de données et j'espère que ça aidera des gens qui ont un esprit scientifique à comprendre ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, on se rend compte que nos ancêtres avaient compris qu'il y avait une relation directe, je dis bien directe, entre le sang, d'accord, et l'âme. Je le dis d'abord, je vais partir de la dimension métaphysique. Je le dis d'abord parce que lorsque vous prenez le phénomène de la psychostasie, qui est le jugement des morts ou des défunts ou des âmes, on se rend compte que le premier élément présent qui représente toute la psychostasie d'ailleurs, c'est Osiris. Osiris, c'est la nébride. Osiris, c'est le sang. Et ça, on l'a souvent répété. Et que Osiris, mais c'est également la Maat. Et Osiris est également le cœur. Et le cœur, c'est toujours le sang. D'ailleurs, le fait de poser la plume sur un plateau et le cœur sur un autre plateau montre clairement que non seulement l'individu est jugé par la plume de la Maat, mais ce n'est pas un jugement extérieur à lui-même, c'est un jugement intérieur à l'intérieur de sa conscience, car son cœur, qui représente sa conscience physiquement parlant, son cœur qui représente sa conscience physiquement parlant, le cœur est lui-même la Maat. Donc, en posant, il faut bien réfléchir à ce que je dis, en posant la plume et le cœur sur des plateaux pour pouvoir les équivaloir, cela signifie tout simplement que la nature intrinsèque même du cœur, c'est la Maat. Et donc, il n'y a que la Maat ou la plume qui juge le cœur, puisque le cœur doit être disposé à respecter le principe même du cœur. Et le principe même du cœur, c'est la Maat. Et donc, tant que le cœur respecte son principe premier, qui est la Maat, eh bien, il n'y a pas de problème. Eh bien, le cœur et la Maat seront parfaitement en équilibre. Cela va sans dire que le cœur, son principe premier est la Maat, les deux s'équilibrant, eh bien, les deux sont en harmonie, les deux se fondent. Vous voyez, la plume et le cœur se fondent en une unité. Il faut bien suivre ce que je dis parce que je vais dire des choses qui vont vous éveiller l'esprit d'une autre manière. Et donc, le cœur et la plume de la Maat sont une seule et même chose, ce qui prouve que au fond de nous, au fond du cœur, le principe premier du cœur, eh bien, c'est justement la Maat. Or, le cœur, c'est en relation avec le sang, puisque c'est la pompe, entre griffes, qui permet de propulser le sang. On peut aller jusqu'à dire que quand on parle du cœur, on parle justement du sang, en fait. Alors, pourquoi est-ce que je suis en train d'énoncer cela?
je voudrais que vous voyez jusqu'à quel point nos ancêtres ont maîtrisé le rapport de la géométrie et de la biologie. En fait, le rapport entre l'âme et le corps à travers la géométrie sacrée. Retenez bien ce que je vais vous dire tout de suite et qui est simple, parce que je vais l'énoncer dans un langage très simpliste. Et c'est ceci. Toute vibration produit une géométrie. Toute vibration produit une géométrie. Ça veut dire que lorsque je mets en fréquence une onde, c'est-à-dire une énergie, par exemple, en mouvement, selon la nature de cette énergie, eh bien, je vais avoir une géométrie. La chose se passe simplement à la maison. Vous prenez un verre d'eau ou bien un seau d'eau et vous décidez naturellement, et bien sûr, de taper le côté du seau ou des endroits différents du seau. Vous allez voir que, justement, la vibration, c'est-à-dire l'onde, qui est une oscillation au cœur même de la matière du seau, va générer un certain nombre de vibrations qui vont faire mouvoir la surface de l'eau et créer une forme géométrique particulière. Si vous diversifiez la façon de produire les ondes ou les chocs sur le seau, vous allez voir des figures apparaître dans la surface de l'eau. L'eau étant l'élément le plus simple, qui est proche même des ondes. D'ailleurs, lorsqu'on parle du noun de l'océan primordial, il ne s'agit pas de l'eau liquide connue telle que nous envisageons cela. Il faut comprendre cela sous forme de vibration et donc naturellement de énergie. C'est de l'énergie on parle et c'est quelque chose d'ininterprétable. On ne peut pas l'associer à un élément naturel. C'est pourquoi on parle d'océan. Mais il ne s'agit pas forcément de l'eau sous forme liquide. Il peut s'agir d'ondes, de vibrations, de tout le reste. Et donc, je veux vous montrer quelque chose de très simple. Il y a une relation intrinsèque entre une vibration qui est produite, d'accord, une onde qui est produite, une oscillation dans la matière qui est produite et une forme géométrique. Et c'est ça d'abord qu'on appelle l'observation. Il faut comprendre l'observation. Regardez par exemple, pourquoi est-ce que certaines parties de notre corps, d'accord, suivez-moi bien, pourquoi certaines parties de notre corps ont une forme particulière. Par exemple, quand vous prenez la tête a une forme quasi sphérique, une forme ovale, en tout cas une forme circulaire, mais pas une forme circulaire parfaite. Quand on prend la tête, il n'y a pas de tête réellement carrée. On est d'accord. Quand on prend le sommet de la tête, on voit clairement que, bon, c'est un sommet qui représente un peu un segment d'un cercle. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on regarde le sommet de la tête, on voit une géométrie qui est un peu oblongue, une forme de géométrie donnée. Et donc, quand on regarde toute la tête, quand on coupe la tête, quand on la prend, on voit que sa forme est différente. Lorsque nous prenons les bras, on voit que la forme des bras, c'est différent. Lorsqu'on prend les doigts, c'est différent. Lorsqu'on prend le tronc, vous voyez, le tronc, on voit que sa forme est différente. Ça tente vers ce qui est carré ou presque carré ou triangulaire, ça dépend. Lorsque nous prenons la hanche, on a une autre forme. Lorsque nous prenons les fesses, on a une forme différente. Lorsque nous prenons les jambes, les genoux, les cuisses, les genoux et même les jambes et même les pieds, justement, nous avons des formes différentes. Vous est-il vraiment arrivé de vous regarder et de constater que vous êtes constitué de plusieurs géométries différentes? D'accord, maintenant vous le constatez. Vous constatez que votre tête a une forme circulaire, presque circulaire, et que presque circulaire parfaite, je veux dire, et que logiquement, c'est différent de la forme de votre tronc,
D'accord? Et c'est différent de la forme de vos membres inférieurs. Ce que vous voyez sous une forme matérielle, comme la tête, qui a une forme bien précise, posez-vous la question, comment est-ce que cela se présente sous la forme vibratoire? Sous forme énergétique et vibratoire, eh bien, notre tête produit tout simplement une fréquence vibratoire, une fréquence énergétique qui fait que sa géométrie ne peut donner que ce que nous avons là. Et donc, chaque forme est une projection, est une production. Chaque forme est une production d'une vibration. Donc, la vibration qui a construit la forme de notre tête n'est pas la même vibration qui va construire le tronc. Ce n'est pas la même vibration qui va construire les membres, qui va construire les membres inférieurs. Vous constatez alors que selon la forme que nous avons une vibration particulière qui est unique et qui a abouti à cette forme-là. Donc, si je prends une forme triangulaire, une forme carrée, une forme circulaire, je reconnais alors que ces trois formes primordiales d'ailleurs au cœur de la création, c'est-à-dire le cercle, le triangle et le carré, je constate que chaque forme est l'expression d'une vibration particulière. Que quand je prends le cercle, je constate que c'est une vibration différente de la géométrie du triangle qui est l'expression d'une vibration différente et que c'est encore différent du carré dont la forme est l'expression d'une vibration différente. Donc, à figure géométrique spécifique, une vibration différente qui lui a donné naissance. Donc, regardez derrière la forme de votre tête une vibration. Ça veut dire que la vibration est si particulière qu'elle a donné une forme presque circulaire. De la même manière, on a ces trois figures sur nous, ce que j'ai énoncé tout à l'heure, le cercle, le triangle et le carré. Ça veut dire qu'il y a une vibration qui vibre d'une certaine manière et qui va donner une forme circulaire, qui va donner une forme triangulaire, qui va donner une forme carrée. Maintenant, la particularité, c'est que toutes les formes proviennent justement du cercle, puisque le cercle étant le premier élément qui est né du point, avant de se répandre sous forme de cercle, sachant que le cercle n'est que l'expression énoncée de la périphérique. Sinon, on doit commencer par ce que les mystiques appellent la dimension zéro, qui est en fait le point. Malheureusement ou heureusement, le point n'a pas de hauteur, de longueur, de largeur, ni de volume, ni de poids. Par conséquent, eh bien, la dimension zéro du point ne nous est pas utilisable. On ne peut l'utiliser que dans sa projection périphérique qui va devenir pour nous le cercle. Et donc, le cercle qui représente en fait le point émancipé, si vous voulez, ou le point illusionné, projeté, c'est mieux comme ça. Et donc, pourra prendre plusieurs configurations selon la vibration émise par ce point. Et donc, selon une vibration particulière émise par ce point, on aura la périphérique qui est le cercle. Et selon une autre vibration, eh bien, cette périphérie-là va donner le triangle. Et donc, selon une autre projection vibratoire, ça va donner le carré. C'est la raison pour laquelle toutes les figures ont un point de gravité, un point à partir duquel eh bien, ces figures-là ont été émises. Et ce point, c'est toujours le cercle. C'est d'ailleurs pourquoi en métaphysique, nous disons que toutes les figures proviennent du cercle, pour ne pas dire du point, dont l'émancipation est naturellement la périphérique du cercle. J'ai déjà dit que je vais être un peu complexe dans cette vidéo. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que, et vous allez garder tout ça, parce que je voudrais vous faire comprendre qu'il y a une relation intrinsèque entre une forme corporelle et une vibration qui a émis cette forme corporelle-là, une vibration spécifique. Et ceci nous donne une idée sur la nature de propagation de cette vibration, ce qui nous permettra, en décelant cette nature de propagation de cette vibration, de pouvoir comprendre les choses qui se produisent au niveau de nous-mêmes, notre propre biologie.
Donc, n'oubliez pas que la thématique repose sur les maladies du sang qui sont en relation fondamentale avec l'âme, car les maladies du sang sont des maladies de l'âme. Nous sommes partis de ce principe fondamental. Alors, continuons alors. Maintenant, revenons à une autre dimension de la chose. Et la question, puisque c'est la questionologie qui fonde la démarche scientifique, et nous sommes là dans une démarche scientifique, la question est la suivante. Est-ce que nous avons vraiment un cercle? La question peut se poser. Est-ce que nous avons vraiment un cercle dans l'univers? Donc, un cercle suppose. Nous analysons ensemble. Si je dis n'importe quoi, vous allez me dire qu'il raconte n'importe quoi, mais ne le dites pas de façon bête. Dites-le simplement en étant très réfléchi vous-même. Puisque ici, je ne fais pas dans de l'endoctrinement, je fais dans de l'éveil. Et je veille à ce que je dis ait vraiment du sens mathématique pour vous, ait du sens logique pour vous, et que vous voyez qu'il y a une relation entre le monde extérieur et le monde intérieur. Donc, posons-nous la question, est-ce que nous avons vraiment un cercle fermé? Est-ce que ça existe vraiment? Mathématiquement, je dis non. Et je crois que tout mathématicien intelligent vous le dira. Parce qu'en réalité, lorsque on trace le cercle, c'est de façon imaginaire, naturellement, puisque le cercle lui-même, entendons-nous bien, mathématiquement, il n'existe pas. Il n'existe que parce qu'il y a un point qui lui permet d'être émis. On est d'accord? Donc, si je trace ce cercle-là, cela suppose que je pars d'un point et je reviens au même point. Nous sommes d'accord. Si je pars d'un point, je reviens au même point. Et donc, je tourne en rond, je tourne en boucle, ce qui va devenir un cercle infernal. On est d'accord. Mais est-ce que ce cercle infernal produit la vie? Non. Dans la mesure où nous constatons que la vie, elle, est une progression. Et d'ailleurs, de grands savants ont pu le dire dans des expressions comme par exemple, on ne se baigne jamais dans le même cours d'eau. Ça veut dire que les choses ont beau tourner en rond, entre griffes, c'est une expression qu'il faudra corriger. Les choses ont beau tourner en rond, mais elles ne reviennent jamais exactement à la même place. C'est l'exemple palpable de la coquille de l'escargot. Vous commencez donc à saisir. Ça veut dire que si vous êtes né à un âge donné et que vous devez fêter votre jour de naissance, eh bien, cela ne revient jamais au même endroit. Aujourd'hui, les scientifiques ont découvert que la rotation de la Terre autour du Soleil fait que, vu sur des années, sur plusieurs années, on constate que la Terre ne tourne pas pour revenir exactement au même endroit. Impossible. Il y a un petit décalage dans la rotation de la Terre. Il y a un petit décalage qui fait que la Terre ne revient jamais au même endroit, mais la Terre revient toujours au même endroit plus 1. C'est ce que j'ai appelé la loi de la polarité plus 1 dans le cours sur les chakras. Donc, retenez ceci, lorsqu'on parle du cercle, c'est une vue de l'esprit, d'accord? Du cercle fermé, c'est une vue de l'esprit. Sinon, en réalité, le cercle fermé n'existe pas. Lorsque les choses reviennent à un endroit point, ben, elles ne reviennent jamais au même endroit. Lorsqu'elles tournent encore et encore, elles reviennent à un endroit plus quelque chose. Vous ne pouvez pas me dire que à la fin d'une année, même si on suppose que votre corps n'a pas vraiment grandi, ben, vous avez grandi au fond de vous-même. Donc, vous ne revenez jamais au même endroit. Les choses changent. D'ailleurs, la loi du changement oblige que les choses qui étaient censées revenir au même endroit, que ces choses aient acquis de l'expérience et donc une variation dans leur vibration, d'accord? Et que cette variation montre que les choses au point de départ ne sont plus les mêmes et qu'en revenant, elles ne peuvent même pas revenir au point du départ et qu'en fait, elles reviennent à un point de départ plus 1. C'est ce qu'on appelle la loi de l'évolution. Et notre galaxie elle-même est en train de tourner sur elle-même, ne revenant jamais au même endroit, en train d'évoluer.
d'accord, dans l'infiniment grand. Donc, nous sommes toujours en perpétuelle évolution. C'est ce qu'on appelle le processus de la vie. Et d'ailleurs, la vie est évolutive. La vie n'est pas stagnante. Elle ne stagne pas, ce qui donnerait l'idée d'un cercle fermé. Au contraire, eh bien, la vie évolue indéfiniment, ce qui est représenté souvent par ce qu'on appelle la forme hélicoïdale, c'est-à-dire une forme d'hélice qui est en train de tourner indéfiniment. J'ai représenté cette forme-là sur le livre, ou plutôt dans le livre intitulé « La cérémonie de sortie de l'enfant », où on voit un peu une forme circulaire, mais qui est évolutive. D'accord? Un peu comme les escaliers en colimaçon, voilà, qui tournent et qui évoluent. Une forme spiralée, d'accord? Qui peut être encore appelée une forme hélice ou une forme hélicoïdale. Donc, en réalité, si on analyse très bien, la vie évolue de cette façon hélicoïdale parce que le processus de la vie veut que la vie, en revenant, ne revienne jamais au même endroit, mais revienne à un endroit plus un indéfiniment. Et ça, c'est ainsi que la vie elle-même est. Vous allez me dire, mais quelle est la relation avec justement le sang? Mais la relation n'est pas directement avec le sang, la relation est dans la géométrie que produit la vie. Puisque nous comprenons que la vie est dans un processus infini et illimité d'évolution de la vie en elle-même et que les choses ne reviennent jamais au même point de départ, ça veut dire qu'en réalité, la vie a un principe qui lui est propre en matière d'évolution et de reproduction et que cela doit être constatable au niveau biologique. C'est la raison pour laquelle je parle du sang. Et en parlant du sang, je parle des cellules du sang, puisque ce sont les cellules du sang qui font le sang, ce que j'appelle les cellules sanguines. Lorsque vous prenez les cellules sanguines, qui sont les cellules fondamentales et les cellules souches, on remarque que la forme d'une cellule, suivez-moi bien, c'est exactement la forme de l'image que vous avez derrière moi. Ah oui, ça vous surprend, n'est-ce pas? Voilà, exactement. C'est que souvent, en biologie élémentaire, on dit, oui, une cellule a une forme ovale ou circulaire, alors qu'en réalité, non. Vous voyez, une cellule n'a pas une forme circulaire, enfin, n'a pas une forme sphérique à proprement parler, oui, disons ça. Vous savez, tout dépend du champ de perception. Est-ce que vous voyez? Tout dépend si vous voyez la chose à partir de la dimension 1. J'ai parlé tout à l'heure de la dimension 0, hein, mais si vous voyez la chose à partir de la dimension 1, c'est-à-dire à partir d'une ligne, ou si vous voyez la chose à partir de la dimension 2, c'est-à-dire d'un carré, d'accord? Ou si vous voyez la chose à partir de la dimension 3, d'un volume, vous voyez que ce n'est pas la même perception. Parce que celui qui est dans la dimension 2 va voir les choses sous forme d'une tranchée. D'accord, va avoir un plan, quelque chose un peu tranché. Et si vous faites passer même un cercle dans une chose tranchée, eh bien, l'individu qui ne voit que la tranchée, eh bien, est obligé de voir le cercle ou même un objet sphérique. Il est obligé de voir ça en plusieurs formes de tranchées parce que lui-même, il voit la chose en tranchée. D'accord? C'est un peu ça. C'est comme si, disons, je vous vois, disons, de côté. Quand je vous vois de côté, eh bien, je ne vois pas l'autre œil, naturellement. Et je pourrais dire que vous avez un seul œil. C'est parce que nous avions déjà dans notre mémoire ce à quoi nous ressemblons. C'est pour cette raison que nous devinons, vous voyez, nous devinons déjà quand on regarde quelqu'un de côté, nous devinons qu'il y a l'œil de l'autre côté. Mais imaginez que nous avons perdu la mémoire, c'est un exemple classique, hein? Nous avons perdu la mémoire et on nous dit maintenant d'ouvrir les yeux. D'accord? Nous avons perdu la mémoire et on nous dit d'ouvrir les yeux. Et donc, on nous présente un tableau où un homme est peint de profil. Et donc, on n'a qu'un seul œil. Donc, on suppose que l'individu qui ouvre les yeux après avoir perdu la mémoire regarde donc un art égyptien où la sculpture est faite de biais, c'est-à-dire
en respectant l'angle de 90 degrés. C'est ça en biais. Je vous expliquerai ça plus tard. Et donc, il regarde ça pour la première fois. Alors, il risque de penser justement qu'il a une tête humaine qui est tranchée, vous voyez, qui est en biais, et il y a un seul œil. Et donc, de par cette perception qui ne tient plus compte de sa mémoire antérieure, l'individu risque de penser que les hommes sont en biais et n'ont qu'un seul œil. Et peut-être c'est en se regardant dans le miroir un jour qu'il va dire, mais non, je suis en entier, mais pourquoi il est comme ça? Alors qu'en réalité, quand on se regarde de profil, c'est notre mémoire qui nous dit qu'il y a l'œil de l'autre côté. Sinon, si on doit scientifiquement regarder quelqu'un qui est en biais, eh bien, on ne voit pas l'autre œil, on le voit coupé de moitié. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si on le dessinait de côté, eh bien, on le voit de côté, coupé de moitié. Imaginons qu'on envoie cette, cette image coupée de moitié en biais, je veux dire, on dessine quelqu'un de côté. Imaginons qu'on envoie cette image-là sur une autre planète où les gens n'ont jamais vu un être humain. Ben, ils risquent de penser que nous sommes des êtres coupés de moitié et qu'on a un seul œil. Vous voyez, c'est une façon de vous dire que la mémoire intervient souvent pour nous aider à nous représenter les uns les autres. Et du coup, on ne perçoit pas tout de suite ce que je veux dire quand je parle de dimension. Est-ce que vous voyez? Et donc, si je prends la dimension 0, c'est la dimension du Nun. Quand je prends la dimension 1, c'est une ligne droite qui a deux sens. Quand je prends la dimension 2 et la dimension 3, par exemple, ça veut dire qu'en ce moment-là, eh bien, je suis dans un volume. Quand je prends la dimension 2, je suis dans un carré. Quand je prends la dimension 3, je suis dans un volume. Maintenant, est-ce que j'ai accès à la dimension 4? Vous voyez? Donc, je n'ai pas accès à la dimension 4. Et si j'avais accès à la dimension 4, ça veut dire que les choses que je vois dans la dimension 3, vous voyez, prendraient une autre image si je les voyais dans la dimension 4. Mais on ne va pas parler de dimension 4 pour le moment. Je voudrais juste vous montrer que quand nous, on était petits et qu'on devait lire les livres de biologie, on nous expliquait toujours qu'une cellule avait une forme sphérique. Ça, c'est vieux, ça. Et donc, nous tous, on y croyait vraiment. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la cellule sanguine n'a pas vraiment une forme sphérique, comme on pouvait le penser, comme un cercle qui se déplace comme, disons, voilà quoi. On a coupé le gâteau et on l'a aplati. Ce n'est pas vraiment ça, une cellule. Une cellule sanguine, c'est l'image que vous avez derrière. Je vais tourner un peu la tête. Vous voyez? Regardez le creux. Voilà, c'est ça. C'est ça. Regardez l'intérieur. Voilà, c'est ça. En fait, ça peut vous surprendre, hein? C'est ce qu'on appelle une forme biconcave. C'est-à-dire qu'on a l'impression que notre cellule sanguine représente une forme, la forme la plus originale de l'univers. Pour ne pas dire la forme originale de l'univers. C'est pourquoi je dis que la vie a tendance à se reproduire de l'infiniment grand à l'infiniment petit et de l'infiniment petit à l'infiniment grand en respectant sa reproduction, c'est-à-dire sa même forme. Que cela parte de l'infini invisible vers l'infini visible, la vie adopte la même forme géométrique, aussi bien de l'immatériel que dans le matériel. C'est pourquoi je disais tantôt que si on veut connaître, par exemple, la forme d'une vibration, il faut qu'on analyse sa forme biologique. Donc, si je prends par exemple une cellule sanguine, telle que la cellule sanguine que j'ai derrière moi, vous voyez, cette cellule sanguine, c'est ce qu'on appelle une forme biconcave. Mais en réalité, même cette perception-là que les gens ont actuellement de la cellule sanguine, c'est une perception erronée. Parce qu'en réalité, la forme véritable d'une cellule n'est pas différente de la forme véritable de notre cœur, qui n'est pas différente de ce que les Égyptiens appelaient déjà la marque d'Osiris, que les gens appellent souvent la fleur de vie. La fleur de vie, quand vous la voyez de façon tranchée également. Et on dessine, vous voyez, et on voit ça en coupé. Mais vous ne l'avez jamais vu en, disons peut-être en 3D, pourquoi pas,
ou même peut-être en 4 dimensions. Mais je vais m'arrêter sur 3 dimensions. Si vous pouvez y avoir accès en 3 dimensions, vous verrez que la fleur de vie n'est absolument pas différente de ce que nous appelons cette figure extraordinaire qu'on appelle le Thor. Le Thor étant ce que j'appelle la forme originale même de la conscience, puisque le Thor part d'un point. Vous voyez la dimension 0, d'accord? Le principe premier, ce qui préexiste à sa propre existence, vous comprenez ce que je veux dire? Ça part d'un point qui émet une énergie, et cette énergie, elle se répand dans toutes les directions et entoure complètement le point, d'accord? Et revient de par le centre, revient de par le bas pour se reconnecter à ce point, de telle sorte que un Thor est non seulement équilibré, est non seulement autonome, mais également parfaite ou complète en lui-même. Si je vous dis ça, vous allez dire, mais Monsieur Godson, quelle est la relation avec la science de nos ancêtres? Je vais vous expliquer avec une précision chirurgicale et vous verrez que nous étudions la science de nos ancêtres. Et les gens qui ont étudié cette science-là ont découvert ce secret et au lieu de reconnaître que c'est un secret africain, ils ont rapidement fait de lui donner leur nom et de penser que c'est eux qui sont des savants parce qu'ils ont découvert. Mais admettons même qu'ils ont découvert quelque chose. Si vous découvrez quelque chose, c'est que la chose existait déjà ou a été découverte et qu'en fait, vous êtes dans une redécouverte d'une chose qui était déjà découverte. Malheureusement, le mensonge mondial fait qu'on ne se réfère plus aujourd'hui à la science ancestrale africaine puisque les gens ont en mission dominer le monde, montrer que les Africains sont de race inférieure et malheureusement, les Africains eux-mêmes, refusant de prendre leur responsabilité entière dans la dimension spirituelle et scientifique du monde, eh bien, prêtent flanc à ce jeu de dupes-là. Et donc, vous allez me demander, comme je le disais tantôt, quelle est la relation avec la science de nos ancêtres? Je vais vous expliquer. Tout est dans ce que j'appelle la marque d'Osiris, qui est en fait la fleur de vie. Mais peut-être là, vous ne comprendrez pas parce qu'il faudra que je maîtrise cette technologie-là pour pouvoir vous montrer les choses. Mais vous rechercherez après la fleur de vie. Mais prochainement, je vais tout faire pour que pendant que je parle, je superpose des images pour vous permettre d'avoir une meilleure compréhension des choses. Mais recherchez sur Internet la fleur de vie, vous en aurez une idée. Et vous verrez qu'en fait, votre perception de la fleur de vie est exactement une perception biaisée, un peu biaisée, et que vous devez plutôt concevoir les choses sous forme de volume, par exemple, à partir de la 3e dimension, comme par exemple cette cellule sanguine. Je dis et je le répète, ce que vous avez derrière, ce que j'ai derrière moi, cette forme-là, j'aime bien vous la montrer, vous voyez comment elle est, c'est exactement la forme d'une cellule sanguine. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques qui le disent. Et c'est ça qui est extraordinaire. Cette forme-là, ce sont les scientifiques qui ont fini par découvrir qu'en réalité, notre cellule sanguine a cette forme-là. Donc, ça veut dire que notre cellule sanguine a une forme qui est extraordinairement proche de cette figure du fondement de la vie qu'on appelle le Thor et qui n'est pas et qui est indissociable de la fleur de vie qui était déjà appelée dans l'ancienne Égypte la marque d'Osiris. Mais je vais essayer de vous ramener un peu quand même à la raison. Et vous allez voir que c'est très intéressant. Vous savez, lorsqu'on parle souvent du Thor, qui est cette figure qui, à partir d'un centre que j'appelle le point zéro, qui émet un courant d'énergie duel, d'accord, pour venir recréer par gémellité la même énergie en partant maintenant, en recouvrant complètement le point, d'accord, selon la fréquence d'émission, selon le champ d'émission, qui part du centre, va émettre une énergie qui va, dans tous les sens, bien sûr, qui va revenir vers le bas pour revenir encore vers le point de départ. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on dit que le Thor est une figure, est une énergie ou un champ complètement
équilibré, autonome, d'accord, équilibré, autonome et complet, d'accord, et très complet en lui-même, lorsqu'on dit ça, vous ne comprenez pas que nos ancêtres avaient non seulement découvert le tort, lui avait donné un nom, vous me suivez bien, et avait même prévu la fréquence d'émission de son champ d'énergie. Je suis très sérieux là. Et ils ont compilé tout ça et l'ont tout simplement appelé Oudjat, c'est-à-dire l'œil d'Horus. C'est vrai que, vu de façon éparse, on ne voit pas tout de suite la relation entre le tort et l'œil d'Horus. Je vous le concède. Mais allons-y, mollo mollo. Qu'est-ce que l'œil d'Horus nous présente concrètement? L'œil d'Horus nous présente ce que nous appelons les fractions de l'œil d'Horus. Vous en avez entendu parler, des fractions de l'œil d'Horus. Les fractions de l'œil d'Horus s'échelonnent sous forme de fractions. On a un demi, on a un quart, on a un huitième, on a un 16e, un 32e, un 64e. Vous connaissez ça maintenant. Ce sont les fractions de l'œil d'Horus. Ce qui veut dire que lorsqu'on fait l'addition de toutes ces fractions, on se retrouve devant une somme qui va nous donner, je crois, 63 sur 64. Et donc, les Égyptiens disent qu'il y a une fraction manquante. En fait, elle ne manque pas, puisque pour les Égyptiens, la présence et l'absence sont les mêmes choses. Parce que si une chose est absente, c'est parce qu'elle est présente de son absence. D'accord? Si une chose elle est absente, bien sûr, c'est qu'en fait, elle est présente, mais de son absence. Et donc, la dernière fraction qui manque en réalité est remise dans l'imaginaire égyptien entre les mains de Thoth, car il est dit que c'est Thoth qui détient le secret de la magie qui a permis de reconstruire l'Oudjat, l'œil d'Horus, qui a été arraché et éparpillé donc par Seth. Regardez très bien et suivez-moi bien. Osiris a été assassiné, tué par son frère noyé. Le corps a été repris et le corps a été morcelé. Vous voyez, éparpillé, fraction, fractionné. Donc, quand on parle de fraction, on est déjà dans l'œil d'Horus, c'est vrai, mais on est dans la marque d'Osiris. Il faut bien me comprendre, car où il y a la fraction, il y a tout simplement Osiris, puisqu'il a été fractionné, il a été morcelé, il représente la fraction. Mais ce n'est pas à ça que je veux arriver. Suivez très bien la suite. Regardez, on a un demi, un quart, un huitième, un 16e, un 32e, un 64e. Voici les fractions de l'œil d'Horus. Vous remarquez que quand on voit le dénominateur, on se rend compte qu'à chaque fois, eh bien, on a une multiplication par 2. Ou carrément, puisque l'Égyptien aimait beaucoup l'addition, puisque l'addition est un principe de vie continue, on a le dénominateur, par exemple 2, plus lui-même, qui va donner 4. Est-ce que vous voyez? Donc, nous avons un demi, et la deuxième fraction, c'est un quart, sachant que, bien sûr, le 1 quart, c'est le 2 de 1 demi, plus encore lui-même, et donc on a un quart. La même chose va se répéter. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en analysant la cellule, lorsque le spermatozoïde entre dans l'ovule pour former l'unité, dont l'unité c'est 1, d'accord, qui est le nominateur, qui est le 1, lorsque la cellule 1 est formée pour la naissance de l'enfant, on remarque que justement, ça se divise en 2. La première cellule se multiplie, se divise en 2. Et ensuite, les 2 cellules qui sont divisées, eh bien, chaque cellule se divise encore en 2, ce qui fait 4.
Est-ce que vous voyez? Et que maintenant, les 4 cellules, chacune des cellules se divise en 2, ce qui va nous amener à 8. Et à 8, chacune des cellules se divise encore en 2, ce qui va nous amener à 16, à 32, à 64. Et cela va continuer. C'est ainsi que la vie se produit et se reproduit en suivant exactement la séquence de l'œil de Russe. 1, 2, 4, vous voyez, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. Et à 64, on va avoir 128. Et ça va continuer indéfiniment. Et de 128, on va avoir, je crois, 256. Et là encore, on a les 256 signes du Fa qui représentent l'oracle. Mais j'ai déjà dit qu'on parlera du Fa une autre fois. Comme je le dis, je vous fais entrer déjà dans le fait que, quelle que soit la cellule que vous prenez, que cette cellule va se mettre dans ce qu'on appelle la multiplication cellulaire pour produire l'embryon et le fœtus plus tard, donc un processus de vie. Les cellules se divisent, la cellule unique se divise en 2, en 4, en 8, en 16, exactement comme ça. Vous ne voyez pas que c'est assez bizarre que l'œil d'Horus, qui représente la lumière, qui représente la vie, d'accord, puisque Horus est incarné représentant justement Atum Rei aussi, même s'il représente Osiris, qui est également la vie, est-ce que vous ne voyez pas que les fractions de l'œil d'Horus sont exactement en train de nous dire que l'œil d'Horus, qui est la lumière, nous indique simplement le processus de création de la vie. Vous allez toujours me demander, mais M. Godson, c'est vrai? Ça veut dire qu'effectivement, nous constatons que la multiplication cellulaire pour la création d'un embryon suit une séquence bien précise. Cela veut dire alors que si on doit répéter que tout existant préexiste à sa propre existence, ça veut dire que le processus de création même de l'existant préexiste à son existence. Et donc, par conséquent, dans la vibration qui va créer l'existant, eh bien, la séquence vibratoire est la même que dans le champ de création matérielle. Waouh, c'est génial! Ça revient donc à ce que je disais tantôt. À travers la forme d'une structure biologique, on peut deviner déjà quelle est la vibration qui lui a donné naissance. Et donc, une cellule étant l'unité principale, première de la vie, sa forme que vous voyez derrière là, derrière moi, cette forme-là, qui est une forme torique ou toroïdale, cette forme-là qui représente le tor, d'accord? Cette forme qui représente le tor, qui représente une figure où on part de la dimension 0, un point, qui émet un champ duel, qui va revenir de façon gémellaire via le bas en couvrant tout le point pour retourner vers le centre, d'accord? Et devenir autonome en s'amplifiant de lui-même répond exactement à la séquence de l'œil d'Horus. Maintenant, je vais vous dire comment ça se passe. Et c'est là que vous allez être étonné. Remarquez que lorsque nous prenons les fréquences de l'œil d'Horus, je vous dis tout ça parce qu'en réalité, c'est le fondement de mon livre dont je vous parle souvent, le code de l'amour. J'ai craqué le code de l'amour 369. C'est le titre du livre. J'ai craqué le code de l'amour 369. Et les gens me demandaient, mais, Monsieur Godson, pourquoi 369? Tous ceux qui sont dans Ouroboros, vous n'êtes pas étonné de voir Ouroboros 369? Ben, vous le voyez, mais vous ne savez pas pourquoi. Mais maintenant, vous savez pourquoi. Parce que, justement, quand vous prenez les fractions de l'œil d'Horus, analysez bien. Les chiffres ou nombres qui manquent exactement, je dis bien qui manquent exactement dans les fractions de l'œil d'Horus sont le 3, le 6 et le 9. J'adore ça, quoi. C'est incroyable. Les choses sont si proches de nous et pourtant on ne les trouve pas. Et pourtant, tous les scientifiques unanimement
disent que c'est Nikola Tesla qui a découvert le secret de 369. C'est une aberration, c'est de l'hérésie en réalité. Alors que nos ancêtres avaient déjà énoncé le 369 dans l'œil de Russe. Parce que c'était seulement les 3 nombres-là qui manquaient dans l'œil de Russe dans la séquence de vie. Pourquoi ça manque? Simplement parce que ce sont des nombres immatériels qui produisent le champ d'énergie immatérielle dont la séquence matérielle va donner 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Oh, j'adore! Non, mais c'est-à-dire que les ancêtres m'ont tué, quoi. C'est-à-dire que j'analyse le truc, je dis, wow, c'est vrai, vous me tuez. C'est pas possible. C'est-à-dire que vous trouvez la chose et vous dites, non, mais il faut avoir du génie pour ça. Non, tempérez-vous. Je vais vous expliquer ça posément. Prenez par exemple un demi. D'accord? Vous avez un demi. Donc, on a un qui va rester constant d'ailleurs. Et on a le 2. Donc, vous écrivez sur votre feuille 1. Donc, le nombre qui suit, c'est 2. Vous voyez? Donc, on a une cellule, 2. Ensuite, les 2 cellules deviennent 4. Ou bien, voilà. Donc, suivez la séquence. 1, 2, 4, 8. Ou bien, c'est ça, non? Mais vous allez remarquer que de 8, on est venu à 16. C'est là que vous faites un arrêt. Vous allez faire un arrêt parce que je ne veux pas traiter avec 2 nombres, avec 2 chiffres. Je veux traiter avec un seul chiffre, comme le 2, le 1, le 2, le 4, le 8. Lorsque je rencontre 16, par exemple, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'additionne 1 plus 6. Et j'ai combien? J'ai 7. Donc, reprenons la séquence maintenant. On a 1, 2, 4, 8 et 7. 7 qui était précédemment 16. Mais comme je dois faire la réduction théosophique, eh bien, je fais 1 plus 6, ça fait 7. Maintenant, on continue encore. On a, après le 16, on a 32. Et donc, 32, je ne veux pas 32. Je fais 3 plus 2, ça fait 5. Donc, reprenons la séquence. On a 1, 2, 4, 8, ce n'est pas 16, 7, d'accord? Et ensuite 5. Vous voyez? Donc, c'est une séquence là. 1, 2, 4, 8, 7, 5. Maintenant, retournons vers la dernière fraction, c'est-à-dire 1 64e, puisqu'on a 64 qui suit. 32 plus 32. On a 64. 6 plus 4, ça fait combien? 10, n'est-ce pas? 10 égale quoi? 1 plus 0 égale naturellement 1. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Suivez bien. On a alors la séquence suivante. 1, 2, 4, 8, 7, 5 et 1. Waouh! 1 revient. C'est bizarre, non? C'est le hasard. OK, c'est le hasard. Bon, allons-y. Prenons le nombre suivant. On sait que 64 plus 64, ça va nous donner justement, disons, 128. D'accord. Ça veut dire qu'on aura la suite de la fraction, c'est 1 sur 128. OK. Prenons 128 et additionnons les termes. 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 8, ça fait justement 11. 11 égale à 1 plus 1, ça fait 2. Oh, c'est bizarre. Peut-être qu'il faut que je vous écrive tout ça pour que vous ne vous perdiez pas. Parce que là, les gens risquent de se perdre. Je vais l'écrire avec le rouge peut-être. On a donc, excusez-moi, hein, je ne l'avais pas prévu, mais bon, je vais le faire. Je vais écrire donc les fractions d'abord. Et voilà. Et 16
ici 32 et là 64. Donc, logiquement, hein, pardonnez-moi, on a ces fractions-là. On a 1, 2, 1 quart, 1 huitième, 1 16e, 1 32e, 1 64e. Donc, on a les fractions de l'œil de Russe. OK. Maintenant, si nous, on veut continuer, on va écrire en bas 1, on va écrire 128, hein, pourquoi pas, puisqu'on va suivre la même séquence, hein, pour montrer que chaque fois, le dénominateur est une addition de lui-même. Et donc, on a 128. Si on veut continuer encore, il suffit de faire 128 plus 128 et d'avoir 256, hein, je crois. Oui, 256. Bon, on peut continuer indéfiniment, hein, si vous voulez. Pourquoi pas. Maintenant, je vais peut-être rapidement. Vous savez, je vais faire ça. Hein, pourquoi pas. On ne perd rien en le faisant. Nous avons le temps. Je vais faire donc 256 plus 256, eh bien, j'ai 512. Voilà, j'ai les 512 signes du Fa toujours. C'est assez curieux. J'ai 512. Moi, je vais m'arrêter là. D'accord? Pourquoi s'arrêter là? Bon, faisons 512 plus 512. On va tester le destin. Hein? Pourquoi pas? Pourquoi on ne dise pas que Godson, il fait dans du dilatoire? Les gens pensent que parce que je fais la métaphysique, je ne suis pas concret. C'est de la bêtise. Hein? D'accord. On va voir ici si ça nous ment ou pas. Donc, vous regardez avec moi, hein, on a ça. Je peux continuer les fractions. On a un demi, excusez, hein, je suis un débutant dans tout ce que je fais ici en technologie. On a un demi, un quart, un huitième, un 16e, un 32e, un 64e, vous voyez? Et ensuite, si on additionne toujours 64 plus 64, on a un 128e, un 256e, un 512e. Vous voyez? C'est ainsi que les cellules se multiplient jusqu'à former un homme, former un être humain. Voilà. Donc, une cellule se divise en deux, les 2 en 4, les 4 en 8, les 8 en 16, en 32, les 32 en 64, les 64 en 128, les 128 en 216, les 256, et ceci indéfiniment jusqu'à aboutir à l'être humain. Jusque-là, c'est clair, n'est-ce pas? Maintenant, faisons les choses. Nous allons maintenant prendre le bleu pour dire que nous allons écrire 1, puisque c'est la cellule qui commence. Vous voyez, on écrit 1 ici. C'est cette cellule-là qui commence, c'est 1. Un 1 qui est là. Puis on veut voir les nombres qu'il y a, hein, en fait. D'accord? On a 1. Maintenant, on va écrire 2, 4, 8. Et on va s'arrêter là. 2, 4, et puis 8. Donc, on arrive justement sous le dénominateur de 8. Maintenant, le 16 va devenir 5. Non, le 16 va devenir 7, pardon. Oui. Et le 32 va devenir 5. OK? Pendant que le 64 va faire 6 plus 4, 10, 10 plus 1 plus 0 égale à 1. Vous voyez? D'accord? Et donc, je vais les encercler, hein, pour qu'on ne confonde pas les choses. Des fois, il faut qu'on travaille comme ça pour que les gens nous croient mieux. Parce que les gens croient qu'on parle beaucoup et on ne travaille pas. Alors que ce que nous faisons ici, c'est compliqué. Hein? Bon, voilà. Donc, vous avez vu. Et donc, si je prends un demi, j'ai 1 d'abord, j'ai 2, j'ai 4, j'ai 8. Je suis en train de parler de la séquence vibratoire. Après, le 16 là va me donner 7 et le 32 va me donner 5. Et le 64 va me redonner 1. D'accord? Pourquoi 1? Vous voyez qu'on risque de retourner quelque part. On va retourner, ou pour le savoir, on va aller vers 128. OK? On va vers 128. On va dire que 128 là, ça fait 11. D'accord? Plus ça fait 1 plus 2, ou 1 plus 8, ça fait 9. 9 est éliminé. Il reste 2. D'accord? Donc, j'écris 2 ici. Les 256, ça veut dire que je fais 7 plus 6, ça fait 13. 13 égale à 4. Et que le 512, ça va me donner 8, puisque j'ai 5 plus 1 plus 3. Et que le 1024 va me donner quoi? 1 plus 3 égale, voilà, ça va me donner 7. Vous voyez? Alors, je vais encore encadrer pour que tout le monde voit ce que je fais concrètement. C'est devant vous que je le fais, donc voilà. Regardez, c'est extraordinaire. Regardez, il y a une répétition de séquence.
D'accord? Il y a une répétition de séquence. Non, ça va se stabiliser, ne vous en faites pas. Regardez, il y a une répétition de séquence. On a un. Toi, tu vas rester tranquille là. Méfie-toi. Avant, tu étais tranquille. Non? Pourquoi tu fais maintenant après? Je parle souvent aux choses. Donc, ne me prenez pas un point fou. Voilà, là, c'est bon. On a 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7. Et qu'est-ce qui va suivre? 5 encore. Donc, c'est une séquence répétitive. On a 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5. Oui, OK, d'accord. Donc, nous allons prendre cette séquence-là, 1, 2, 4, 8, 7, 5. D'accord? C'est-à-dire, on va tracer jusque là où je suis arrivé là. Vous voyez? 1, 2, 4, 8, 7, 5. Je m'arrête sur 5, puisque après 5, c'est le 1 qui revient. Regardez, hein, est-ce que vous voyez les nombres 3, 6 et 9 dedans? Vous ne voyez rien. Vous voyez, il n'y a pas de 3. Le 3 n'est pas là. Le 6 n'est pas là. Et le 9 n'est pas là. Ce sont les nombres immatériels. C'est pourquoi on les appelle les nombres immatériels. C'est sur ces nombres immatériels-là que le tort a été construit pour devenir de l'énergie autonome, capable de se nourrir lui-même, parce que le tort représente la conscience. Or, tous les organes qui ont été créés biologiquement sont créés souvent de façon toroïdale, c'est-à-dire de façon à être autonome d'abord avant d'entrer en interaction. Et donc, c'est la vie elle-même. Même si on ne sait pas quelle est la forme de la vie, on sait que lorsque la vie, à travers le code 369 qui représente son immatérialité, veut fréquencer des choses matérielles pour leur donner une géométrie, la première géométrie, eh bien, c'est le tore qui repose sur la matérialisation du 369 dont la séquence est basée sur la génération de vie 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc., dont les séquences vibratoires sont 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5. Et c'est ça qui tourne dans le tore. C'est dingue, quoi. C'est dingue. Vous voyez, ce qui est intéressant dans tout ce que nous sommes en train de dire, pour ceux qui peuvent comprendre, c'est qu'il y a une vérité fondamentale qui se répète. Et donc, toutes les figures que vous appelez par exemple le cercle même, le cercle n'est pas du cercle, puisque si vous prenez le tore, si vous prenez une figure toroïdale, le tore par excellence, il part d'abord de ce que j'appelle la dimension 0, qui est le point. Et de cette dimension 0, il génère une vibration, d'accord, qui va revenir sur elle-même et qui va s'enfermer sous forme de conscience. Or, la conscience, on va la retrouver également dans la forme de notre cœur et également à deux autres endroits, dans la forme de nos hémisphères cérébraux et dans la forme de nos glandes testiculaires. Donc, il est clair pour nous que ce n'est pas Tesla qui a découvert le code de 369, ce n'est pas lui. Parce que lorsque vous étudiez les fractions de l'œil d'Horus, qui constituent le processus de la génération de vie, sous l'impulsion de la lumière, qui, elle, est émise sous une forme précise, on comprend que la vérité est au-delà. C'est pourquoi Tesla n'a pas pu finir son œuvre. Parce que
l'arcane de Thoth, Djéouti, lui manque pour pouvoir construire le Thor, afin qu'on ait de l'énergie inépuisable, comme nos ancêtres étaient en mesure de produire, qui représentait le soleil, puisque le soleil est une énergie autonome. Le soleil a la forme d'un Thor. C'est votre perception qui vous fait croire que le soleil n'est pas un Thor. Le soleil est un Thor. Vous-même, vous êtes un Thor. Il y a une énergie qui part de vous, généralement de votre cœur, puisque votre cœur est la Mahat. La Mahat, c'est le Thor. Je l'expliquerai une autre fois. Et donc, ça s'échappe de vous et ça couvre la totalité de votre corps et ça revient encore vers votre cœur. Parce qu'il faut forcément une dimension zéro. Et cette dimension zéro, qui est la dimension de l'innocence, se retrouve dans le principe du cœur. Et la Mahat est un Thor. Parce que l'aspect de la Mahat qui est un Thor, je l'expliquerai beaucoup plus tard. Donc, pour vous dire tout simplement que là où je voulais vous conduire et je vous y ai amené, c'est que toute vibration produit une géométrie. Et que la vibration qui produit la vie, même si on l'ignore, on peut s'appuyer sur la cellule sanguine qui, elle, est la première émission de vie, s'appuyer sur sa forme que vous voyez derrière moi et comprendre que la vie ne pouvant pas générer une forme différente de son énergie première, on comprend alors que l'énergie immatérielle, s'il y a une forme qu'on devait lui donner, elle n'est pas éloignée de la forme de la cellule. Je dis ça parce que c'est l'âme qui produit la cellule sanguine. C'est l'âme qui produit la cellule sanguine. Donc, s'il y a une maladie du sang, s'il y a une maladie sanguine, c'est qu'au moment où l'âme est en train de participer à la production de l'embryon dans le corps de la maman, elle a déjà mis dans l'atome de l'âme, dans l'atome du sang, si on peut ainsi l'appeler, ou dans la cellule émotive, ou dans la cellule astrale, ou dans la cellule spirituelle, cela dépendra de votre connotation, son akasha, parce que chaque âme a son akasha. L'akasha d'une âme, c'est sa mémoire. C'est comme une puce que l'âme va introduire dans la première cellule sanguine. Et c'est cette première cellule sanguine de l'unité 1 qui va reproduire, en suivant la séquence de vie des fractions de l'œil d'Horus, toute l'information akashique de l'âme dans le sang, de telle sorte que les maladies qui seront purement sanguines sont directement des maladies produites par l'âme elle-même en relation avec le karma direct de l'individu. Les maladies qui sont liées au corps sont beaucoup plus éloignées, mais les maladies sanguines sont très mortelles parce qu'elles sont directement en relation avec l'akasha de l'âme, qui est la puce que l'âme a laissée à l'intérieur même du sang pour que le sang, en se reproduisant selon le principe de vie, reproduise en même temps le schéma de son akasha, qui est donc l'ensemble des incarnations que l'âme a passées, qui devient un peu comme son karma dans son akasha. Donc, ne soyez pas étonnés que quand vous rencontrez des personnes qui souffrent de maladies du sang, c'est simplement parce que l'âme a déroulé à l'intérieur du sang ou de la cellule première du sang une puce akashique qui renferme la mémoire de ses vies passées et le sang n'a fait que dupliquer l'information jusqu'à ce que le sang lui-même soit infecté de la maladie ou que le sang transmette l'information à un organe précis, lequel organe devient l'organe malade et donc l'organe qui est sous le coup de la loi du karma. Je crois que vous commencez à comprendre les choses. Même si je ne vous dis pas tout, vous pouvez commencer à deviner les choses en comprenant qu'il n'y a pas de différence entre la dimension métaphysique de la vibration et de sa matérialisation et la dimension scientifique. Parce que, justement, on part du principe que toute vibration produit une géométrie et que la géométrie d'une cellule ne peut pas être différente de la vibration qui l'a produite. Or, la cellule a la forme d'un Thor.
perçue par nous sous cette forme-là. Et dans cette forme-là, qui est la forme cellulaire, qui est produite par une vibration particulière, est identique à la vibration qu'il a produite, et donc à un tore, qui est la première émission de vie dans la dimension de l'immatériel et dans sa séquence de reproduction sous les formes de l'œil de fraction de Russe, telles que nous les connaissons. Donc, derrière la multiplication, la démultiplication des cellules en suivant le code 1, 2, 4, 8, 6, 8, 16, 32, 64 et tout le reste, derrière tout ça, il y a un autre nombre ou une série de nombres qui codifient l'information dans la dimension immatérielle. Ce sont les nombres immatériels, les nombres invisibles dans les fractions de l'œil d'Horus, qui sont les 3, 6, 9. Et c'est le secret de ces nombres-là qui est le secret de la conscience. Et quand vous maîtrisez cela, vous comprenez que la conscience est autonome, d'accord? Elle est équilibrée. Et la conscience, naturellement, si elle est autonome, si elle est équilibrée, elle est complète en elle-même. Et vous voyez donc que nos ancêtres ont pris le cœur qui représente la conscience. Et le principe premier du cœur, c'est la plume, qui est la Mahat, qui fait qu'en fait, ce n'est pas quelqu'un qui juge le cœur, c'est le cœur qui se juge lui-même en tenant compte de son principe premier et donc il s'agit d'un ajustement automatique du cœur vis-à-vis de lui-même lorsque l'individu se retrouve dans sa propre conscience. Vous voyez, en fait, le jugement de l'œil d'Horus, enfin le jugement d'Horus qui est la psychostasie, est une métaphore pour montrer le mécanisme qui accourt au cœur même de la conscience de l'individu. Et ce qui veut dire que les différentes divinités de l'Assemblée des dieux, y compris Osiris lui-même, sont à l'intérieur de notre cœur. Et que la scène se déroule à l'intérieur de notre cœur, donc à l'intérieur de notre conscience. Et on revient à Atum, puisque j'ai lancé un cours. Le cours est toujours en cours. Le code Atum, Atum qui représente la conscience. Et l'Énéade est à l'intérieur de la conscience d'Atum. Et quand vous maîtrisez Atum et les 9 dimensions de la conscience, 9 dimensions de la conscience, vous comprendrez exactement comment la séquence du tort opère. Puisque Atum, qui est l'unité, déroulée représente la dimension 0, ou si vous voulez la dimension, est-ce qu'on va dire une, bon, je ne sais pas. Et en déroulant, Atum met en même temps, génère automatiquement Shu et Tefnut, qui vont générer automatiquement Nutegem. Et donc, on a la même réplique de ce que nous appelons la séquence de l'œil d'Horus dans l'Énéade. C'est extraordinaire, c'est fondamental, c'est extraordinairement précis. Et donc, j'arrive à ceci que si vous souffrez de maladie du sang, c'est parce que justement, votre âme a des maladies qu'elle a transmises justement à votre âme a des maladies qu'elle a transmises à votre sang, qui est son alter ego, et que cela vous interpelle sur l'urgence de travailler sur votre âme. Toutes les personnes qui souffrent de maladies du sang doivent travailler sur leur âme. Je sais la majeure partie des choses qui ont fait que vous souffrez de maladies du sang. Ça, je peux vous le garantir, je le sais. Je le sais parce que tous les événements liés aux maladies du sang sont en relation souvent avec ce que j'appelle le principe Abiku. Parce que souvent, lorsque les âmes décèdent et partent dans le monde de l'invisible, la plupart des âmes n'arrivent pas à faire le passage dans le monde céleste. Et plusieurs âmes se réincarnent sans avoir été dans le monde céleste. Et donc, ces âmes ont perdu leur temps dans le monde du bas astral en répétant les mêmes erreurs et en se corrompant avec les entités astrales du bas astral, ce qui infecte l'âme. Et lorsque l'âme veut venir, l'âme revient non plus avec la purification d'Osiris, mais l'âme revient cette fois-ci avec les infections astrales, lesquelles infections viennent infecter directement le sang. Donc, celui qui souffre de la maladie du sang ou des maladies du sang doit travailler essentiellement sur son âme. Et en travaillant sur son âme, il va améliorer l'électromagnétisme de son âme, car son âme produit 2 courants d'énergie, l'énergie électromagnétique et l'énergie scalaire. L'énergie scalaire est l'énergie qui circule de façon non ondulatoire,
c'est-à-dire de façon longitudinale, de façon projectile à l'intérieur du tore, pendant que le tore lui-même produit justement une énergie électromagnétique et donc à l'intérieur, il y a l'énergie scalaire qui circule. Donc l'énergie scalaire est l'énergie qui permet à l'âme de transcender le corps et de rectifier les énergies du corps. À partir de ce moment, en travaillant sur lui-même et en travaillant sur son âme, l'individu acquiert la guérison. Il n'est pas soigné, il est guéri. Il est guéri parce qu'il a pu guérir son âme d'une infection précédente et naturellement, son corps physique va ressentir cette guérison-là à travers le sang. Donc, c'est son sang qui va être guéri. C'est pourquoi je vous conseille souvent de faire la formation sur la vérité du sang, parce qu'en vous réappropriant votre sang, vous appropriez une autorité spirituelle sur le sang, ce qui va chasser les entités qui prennent possession de votre sang et vous donner la possibilité de maîtriser votre sang. En tout cas, j'en ai suffisamment dit. Je croyais qu'une seule émission allait suffire, mais non, je ne crois pas, parce que les choses sont si complexes que si on veut les faire en une émission, eh bien, on n'arrive justement pas. Ben, je vais m'arrêter là, tout en vous disant que nous avons lancé Rafeza. Nous avons lancé le grand rituel que nous faisons chaque année, c'est Rafeza, rituel annuel du feu sacré. Et donc, ce rituel annuel du feu sacré est lancé. Il aura lieu dans le mois de décembre. Toutes les personnes qui veulent participer à ce rituel annuel du feu sacré, eh bien, vous êtes priés de contacter les numéros suivants, par WhatsApp, bien sûr, à savoir plus 228 99 99 93 93, plus 228 99 99 93 93, ou bien plus 228 99 99 94 24, plus 228 99 99 94 24, ou carrément le Bénin, plus 229 97 29 62 12, plus 229 97 29 62 12, ça c'est le Bénin. Donc ces numéros sont à votre disposition si vous voulez participer au grand rituel annuel du feu sacré Rafeza. Rafeza va prendre en compte pour cette année ce que j'appelle l'accompagnement des morts. D'ailleurs, j'en ai parlé tout à l'heure un peu. L'accompagnement des morts. Comment accompagner les morts? Parce que vous avez des morts que vous avez mal accompagnés et cela peut déstabiliser votre égrégore familial. Pour corriger cela, nous allons faire l'accompagnement de vos morts. Et ce sera l'élément fondamental de ce Rafeza. Donc, si vous voulez participer à ce Rafeza, vous avez ces numéros qui sont également en bas de cette vidéo. Vous écrivez, on vous donne les indications et vous pouvez donc savoir comment Rafeza se déroule. Nous allons créer également un groupe Rafeza, pour ne pas dire que le groupe Rafeza est déjà créé sur Telegram. Toutes les personnes qui vont s'inscrire à Rafeza 2021 doivent avoir le livre Rafeza 2021 parce que c'est le contenu du livre qui va être étudié dans le groupe avant même qu'on ne fasse le feu sacré en décembre. Nous voudrions vous aider à faire plusieurs rituels avant d'arriver au jour J, n'est-ce pas, de Rafeza. Vous avez tout su, voilà, tout est dit. Excusez-moi d'avoir été trop complexe. J'espère que certains vont me comprendre, même si tout le monde ne me comprend pas. La prochaine fois, si je reviens sur le sujet, je vais faire tout pour y revenir. Je vais encore plus mieux terrasser la connaissance pour que cela ne vous trouble pas trop. Parce que cette séquence-là fait partie également de la séquence de méditation pour intériorisation. Et ça fait partie de la séquence du fonctionnement même de la vie à l'échelle universelle et individuelle. Et une fois maîtrisée, eh bien, on peut faire beaucoup de choses avec cette séquence-là. Je vous remercie d'avoir compris le cœur même de ce qui va être l'amour, puisqu'on parle de l'amour, mais les gens ne savent pas que l'amour est une équation. L'amour est une équation universelle. Ça, il faut le comprendre. En tout cas, on en parlera avec mon livre beaucoup plus tard. Je vous remercie de m'avoir suivi. Toutes mes excuses d'avoir été long. On se retrouve dans la prochaine vidéo. J'espère que les gens qui souffrent de maladies du sang comprennent maintenant de quoi il est question, comprennent également que leur priorité, c'est de travailler sur leur âme. Les maladies du sang imposent un travail direct sur votre âme.
Et si vous travaillez vraiment sur votre âme, vous pouvez modifier tout ce qui est dans votre sang et vous allez retrouver parfaitement la santé. Et pour y arriver, il faut apprendre à utiliser deux courants d'énergie, l'énergie électromagnétique et surtout l'énergie scalaire qui va vous permettre de guérir directement votre corps physique. Je vous remercie. Je vous retrouve la prochaine fois. Abba Rei Ka Jet Abba Rei.